Que se passerait-il si je vous disais que l'univers n'est pas aussi chaotique qu'il y paraît? Des motifs qui dictent le mouvement des galaxies aux forces invisibles qui maintiennent l'équilibre cosmique, il existe des règles cachées qui contrôlent chaque recoin du cosmos. Sans elles, l'univers tel que nous le connaissons n'existerait tout simplement pas. Mais jusqu'où va ce mystère? Si vous ne découvrez pas ces règles, vous pourriez rester sans comprendre les fondements qui soutiennent la réalité elle-même. Préparez-vous, car ce qui est en jeu n'est rien de moins que la compréhension de notre place dans le vaste cosmos. Imaginez deux grandes civilisations habitant des régions distinctes et éloignées de l'univers. Cependant, nous savons que leurs lois de la physique devaient être les mêmes. Alors, comment est-il possible qu'elles ne puissent pas distinguer entre la matière et l'antimatière? Deux particules, deux atomes, deux êtres intergalactiques avec des charges électriques opposées? Dans notre région de l'univers, la matière abonde et l'antimatière est rare. Mais dans leur région de l'univers, l'inverse devait être vrai. Tandis que nous vivons sous la lumière d'une étoile, ils vivaient sous la lumière d'antiétoiles. Alors que nos vaisseaux sont construits avec des atomes, les leurs sont construits avec des antiatomes. Il serait compréhensible de penser que les lois de la physique ne se soucient pas de la différence entre la matière et l'antimatière. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. Nous savons maintenant que la nature traite la matière et l'antimatière de manière légèrement différente. Bien que ces différences soient subtiles et inattendues, elles sont liées à l'un des concepts les plus profonds de toute la physique, la symétrie. Nous connaissons tous notre première perception de la symétrie. Une réflexion dans un miroir de gauche à droite. Armé d'un miroir, un enfant peut dessiner une forme symétrique, avec ce qui est à gauche également visible à droite, et vice-versa. Regarder dans un miroir révèle que cette réflexion est profondément ancrée dans la nature. Nos visages et nos corps sont symétriques. Un œil droit avec un œil gauche, un bras gauche avec un bras droit. La nature fait beaucoup usage de cette symétrie ou symétrie bilatérale. La majorité des mammifères, reptiles, oiseaux et poissons partagent ce simple reflet de symétrie. Lorsque les règles de la symétrie naturelle sont brisées, comme la pince surdimensionnée d'un crabe violoniste, le résultat peut être assez frappant. Mais la symétrie est plus qu'un simple reflet. Une étoile de mer utilise la symétrie rotationnelle. En la faisant tourner, son apparence ne change pas. Un mille-pattes, quant à lui, emploie la symétrie de translation, construisant son corps avec des segments identiques. La symétrie permet à la nature d'être économique dans son design. De plus, la symétrie peut provoquer une réponse émotionnelle profonde. Dans les concepts humains de beauté, la symétrie de l'apparence est plaisante, même si la beauté n'est que superficielle. Et, à l'intérieur, nous pouvons être assez asymétriques. Cette appréciation de la symétrie a été transférée à l'art et au design. Les grands temples des anciennes civilisations égyptiennes et grecques montrent une symétrie exquise, tout comme des bâtiments modernes comme le Taj Mahal et l'Arc de Triomphe. De nombreuses grandes œuvres d'art, comme la Scène de Da Vinci, recourent également à la symétrie. L'art et le design n'utilisent pas seulement la symétrie spéculaire simple, mais explorent aussi la symétrie rotationnelle, qui peut être puissante. Des disques tournants des cultures précolombiennes aux motifs islamiques exquis qui ornent de nombreuses mosquées à travers le monde, la symétrie est omniprésente. Même le Pentagone, siège du département de la Défense des États-Unis, porte sa géométrie dans son nom. Mais vous vous demandez peut-être comment cela se rapporte-t-il aux règles fondamentales de l'univers? Notre histoire commence, comme toutes les bonnes histoires, par un duel. À l'aube du 30 mai 1832, deux hommes se trouvèrent sur un champ en périphérie de Paris. La cause de la confrontation n'est pas claire, mais on murmure qu'elle était due à l'affection d'une jeune femme. Lorsque le soleil se leva complètement ce jour-là, le mathématicien de 20 ans, Évariste Galois, gisa mourant dans l'herbe. La nuit précédente, Évariste Galois avait eu une prémonition de sa mort imminente. Jusqu'aux petites heures du matin, il écrivit frénétiquement des lettres à des amis et collègues, dans lesquelles il versa ses dernières idées mathématiques. Tout au long de sa courte vie, Galois avait apporté de nombreuses idées nouvelles au monde des mathématiques. Et l'une des plus centrales était le concept de symétrie. La mathématique de la symétrie n'était pas une idée nouvelle. Les géomètres anciens comprenaient qu'un cercle tourné restait le même cercle, et que les triangles, carrés et pentagones semblaient identiques après certaines rotations. Mais Galois alla plus loin. Son approche se concentra sur l'algèbre et plus précisément sur les polynômes. Les polynômes sont des équations qui incluent des quantités élevées à des puissances, comme les carrés, les cubes et au-delà. Par exemple, 1 plus x au carré est un polynôme simple, tout comme 3 plus 5 fois x à la puissance de 5 moins x à la puissance de 7. Ces polynômes se trouvent dans diverses sciences, ingénierie, économie et de nombreux autres domaines.
D'autres mathématiciens avaient essayé de trouver des solutions algébriques pour des polynômes d'ordre supérieur. Mais Galois se demanda s'il existait une équation qui pourrait résoudre tous les polynômes, une équation qui débloquerait toutes les solutions. Au lieu de découvrir cette équation définitive, il démontra que c'était une tâche impossible. Les solutions n'existaient tout simplement pas. Il ne le fit pas seulement en luttant avec l'algèbre, mais en observant les symétries des solutions. Il se rendit compte que les solutions des équations polynomiales étaient des nombres complexes, chacun représenté comme un point dans le plan complexe infini. Ces points pouvaient former diverses figures, comme des triangles ou des pentagones, et ces figures, bien sûr, ont des symétries. Elles peuvent être réfléchies ou tournées. Cette approche révolutionnaire en mathématiques consistait à traduire des équations en images géométriques et à analyser leur symétrie. Depuis son travail au début du 19e siècle, les connaissances mathématiques sur les symétries ont grandi et fleuri dans la théorie des groupes, l'étude des ensembles d'éléments partageant des propriétés et des symétries. La cryptologie moderne repose sur la théorie des groupes, mais l'impact de la symétrie sur la science a été encore plus surprenant. Ainsi, tandis qu'il agonisait à l'aube, Galois ne savait pas que ces griffonnages révolutionneraient notre compréhension de l'univers. Les règles cachées de l'univers. Bien avant de se rencontrer, nos deux grandes civilisations avaient déjà établi un contact. Elles envoyèrent des faisceaux radio à travers l'univers, mettant des millions d'années à atteindre leur destination. Bien que cette forme de communication fût lente et lourde, elle s'avéra efficace. Les deux civilisations connaissèrent les lois de l'électromagnétisme. Sur Terre, le mouvement des électrons générait le faisceau radio qui transportait les messages. Dans les instruments des extraterrestres, les charges se déplaçaient de manière similaire lorsque les messages arrivaient. Cependant, au lieu d'électrons, ce étaient des positrons, des antiparticules, qui dansaient au rythme des ondes radio. L'électromagnétisme possède une symétrie fondamentale. Si tu échanges toutes les charges positives contre des charges négatives, les résultats restent inchangés. Ainsi, le simple échange d'ondes radio entre les deux civilisations ne pourrait pas distinguer entre matière et antimatière. Il fallait quelque chose de plus, une fissure dans la symétrie de la physique. Pour comprendre pourquoi, nous devons remonter presque un siècle dans le temps, en commençant par un enterrement. Le 1er mai 1935, un avis de décès parut dans le New York Times. Bien que les avis de décès ne fussent pas inhabituels, l'auteur en question, le célèbre physicien Albert Einstein, l'était. Einstein écrivit qu'Emmy Noether avait été la génie mathématique créative féminine la plus significative produite jusqu'à présent, et que ses idées avaient été cruciales pour une pénétration plus profonde dans les lois de la nature. Que voulait-il dire par là? Emmy Noether n'avait que 53 ans lorsque le cancer l'emporta. Bien que son nom ne soit peut-être pas aussi emblématique aujourd'hui que celui d'Einstein et d'autres pères fondateurs de la physique, son travail était tout aussi fondamental. Le théorème de Noether a tout à voir avec la symétrie, et la clé de son importance réside dans un simple fait. L'univers, la nature elle-même, est paresseux. Avec l'arrivée de la science moderne, les mathématiques ont progressivement remplacé le mysticisme et les symétries géométriques ont commencé à émerger des équations. L'attraction sphérique de la gravité de Newton a abouti à des planètes et étoiles sphériques, tandis qu'on a découvert que le champ magnétique d'un courant électrique avait une forme cylindrique. Ces symétries géométriques, bien que plaisantes à l'œil, étaient en réalité superficielles. En profondeur, il y avait des symétries beaucoup plus profondes, cachées dans les mathématiques de l'univers. Dans cette histoire, nous nous concentrerons sur deux protagonistes clés. Le premier est Giuseppe Lodovico Lagrangia, né en Italie et mieux connu sous le nom de Joseph Louis Lagrange. Le second est le mathématicien irlandais William Rowan Hamilton. Bien que leur vie ait eu peu de similitudes, Lagrange a vécu pendant la Révolution française et a joué un rôle fondamental dans la mise en œuvre du système métrique, tandis que Hamilton a grandi comme un enfant prodige à Dublin près d'un siècle plus tard. Leur travail a convergé sur un aspect crucial, la reformulation des équations de Newton. La clé de leur vision était le concept que l'univers est paresseux, encapsulé dans l'idée de la moindre action. En effet, bien avant, le mathématicien français Pierre de Fermat avait proposé que la lumière emprunte toujours le chemin le plus rapide à travers tout système optique. Imagine que tu es à la plage, avec les vagues qui se brisent sur le rivage. Au loin, vers la gauche, tu vois quelque chose dans l'eau. Une personne fait un signe. Non, une personne est en train de se noyer. Tu dois courir pour la sauver. Mais quel chemin prends-tu? Tu peux courir rapidement sur le sable ou nager plus lentement dans l'eau. Courir directement vers la plage, puis nager vers la gauche prendra trop de temps. Devrais-tu courir le long du rivage et minimiser le temps que tu passes à nager? Pendant que tu fais rapidement des calculs dans ta tête, tu te rends compte qu'il existe un meilleur chemin, un chemin optimal. Tu peux courir une partie du trajet sur la plage, puis te lancer dans l'eau. Ce chemin sera le plus rapide entre toi et la personne qui se noie. Tous les autres chemins sont plus longs. Fermat a réalisé que la lumière voyageant d'un endroit à un autre suit un principe similaire au tien sur la plage.
La lumière prend le chemin de moindre temps entre deux points. Le trajet courbé de la lumière lorsqu'elle se réfracte dans l'eau est comparable au chemin courbé que tu prends entre la Terre et la mer. Cependant, Fermat a appliqué cette idée uniquement à la lumière. Lagrange et Hamilton se sont demandé si ce concept pouvait être étendu à toute la physique. Ainsi, ils ont découvert que, dans les équations de la nature, tout tend à suivre l'option la plus paresseuse. Cela peut sembler étrange. Pourquoi l'univers fonctionne-t-il ainsi? Nous ne le savons pas encore avec certitude, mais il semble que cela fonctionne. Pour le prouver, les physiciens définissent ce que l'on appelle l'action et considèrent ensuite toutes les possibilités concevables d'un processus physique. En réalité, il existe un nombre infini de trajectoires imaginaires que la lumière peut suivre entre deux points. Et pour chacune de ces trajectoires, les physiciens calculent l'action associée. Il semble que la trajectoire pour laquelle l'action est minimisée est toujours celle que suit la nature. De la mécanique de Newton et l'électromagnétisme de Maxwell jusqu'à la mécanique quantique et la théorie de la relativité générale d'Einstein, la paresse de l'univers prévaut. Ce principe de moindre action est écrit dans le langage des mathématiques, et c'est ce que Emmy Noether observait lorsqu'elle a remarqué quelque chose d'intrigant. Elle a réalisé que, si les équations possédaient des symétries, alors il devait y avoir des quantités spéciales invariables associées à ces symétries. C'était une idée centrale dans la physique moderne, la notion de quantité conservée, c'est-à-dire les quantités qui restent inchangées dans certaines conditions. Peut-être la plus connue de ces quantités est le principe de conservation de l'énergie. Depuis notre enfance, on nous enseigne que l'énergie ne peut être créée ni détruite, seulement transformée d'une forme à une autre. Par exemple, lorsqu'on lance une balle en l'air, l'énergie que l'on investit se transforme en énergie potentielle et, en tombant, redevient énergie cinétique. De même, lorsqu'on allume un feu, le combustible se transforme en chaleur et en lumière. Mais la conservation de l'énergie n'est que le début. La physique est pleine de ces quantités conservées. Dans les réactions de particules, pour chaque charge électrique positive créée ou détruite, une charge négative égale et opposée est également créée ou détruite. La charge totale de l'univers reste équilibrée à zéro. Lors d'une collision entre deux objets, le moment est conservé. Le moment total avant la collision est exactement égal au moment total après la collision. Ainsi, en termes de moment, l'univers semble également être en équilibre. Mais pourquoi ces quantités sont-elles conservées? Qu'est-ce qui rend ces quantités spéciales par rapport à d'autres, comme la masse, la vitesse, l'accélération ou la température, qui ne sont pas conservées? La réponse, comme l'a découvert Emmy Noether, réside dans la symétrie. Imagine que tu as une expérience de physique montée sur une table, impliquant des ressorts et des balles rebondissantes. Tu réalises l'expérience et enregistres les résultats, observant comment les différents éléments se déplacent et interagissent. Ensuite, tu pousses la table de 10 mètres vers la gauche et répètes l'expérience. Malgré le changement de position, le résultat de l'expérience ne change pas. Les ressorts s'étirent et les balles rebondissent de la même manière qu'auparavant. Cela se produit parce que la physique qui régit l'expérience n'est pas affectée par le changement de position de la table. Cela signifie que les lois de la physique possèdent une symétrie, connue sous le nom de symétrie de translation. Selon Noether, l'existence de cette symétrie doit impliquer que quelque chose se conserve, quelque chose qui ne change pas. À partir des mathématiques sous-jacentes au principe de moindre action, qui décrit un univers paresseux, elle a démontré que cette quantité conservée est le moment linéaire, qui est la somme des masses multipliées par leur vitesse. Ainsi, la symétrie de translation entraîne la conservation du moment linéaire. Cependant, il existe d'autres symétries cachées dans les mathématiques, ce qui suggère l'existence d'autres quantités conservées. Peut-être la plus surprenante est l'implication de la symétrie temporelle. Le fait qu'une expérience réalisée demain devrait donner les mêmes résultats qu'aujourd'hui conduit à la loi de conservation la plus célèbre, la conservation de l'énergie. Emmy Noether a découvert que toutes les quantités conservées dans l'univers peuvent être retracées jusqu'à une symétrie sous-jacente et que chaque symétrie donne lieu à une quantité conservée. Bien que ces symétries ne soient pas toujours simples, beaucoup sont cachées dans les équations de la mécanique quantique, et bien que leur impact puisse être subtil, il est profond. En mécanique quantique, les systèmes sont décrits par des ondes. Ces ondes quantiques sont similaires aux ondes dans un étang, mais contrairement aux ondes dans l'eau, ce sont des ondes de probabilité. Ces ondes ont de nombreuses similitudes avec les ondes d'eau. En plus d'une longueur d'onde qui indique la longueur d'une onde, les ondes quantiques ont des amplitudes qui mesurent l'intensité de l'onde. Tout comme les ondes d'eau, les ondes quantiques ont également une propriété appelée phase. La phase mesure à quel point du cycle d'oscillation se trouve l'onde, c'est-à-dire si elle est au sommet ou dans un creux. Cependant, les propriétés d'un électron sont indépendantes de la phase de sa fonction d'onde. Elles ne changent pas, peu importe comment la phase est modifiée. C'est cette symétrie qui donne lieu à la conservation de la charge électrique. D'autres symétries dans les mathématiques de la mécanique quantique révèlent des lois de conservation encore plus complexes.
Parmi ces lois, on trouve le nombre baryonique, le nombre leptonique, l'isospan et la étrangeté. Il existe même des symétries qui prédisent les forces fondamentales. Les symétries de jauge, par exemple, donnent lieu à des bosons de jauge, comme les gluons, qui maintiennent ensemble les protons et les neutrons par la force nucléaire forte. La symétrie entre les protons et les neutrons, leur similitude inhérente, engendre cette force quantique. Ainsi, lorsque les physiciens déchiffrent les interactions complexes des particules au grand collisionneur de hadrons, ces lois de conservation quantique dominent les interactions. Nous devrions nous attendre à ce que toutes les interactions fondamentales soient entièrement régies par ces lois fondamentales, symétrie et lois de conservation fonctionnant en harmonie. En grande partie, c'est vrai, cependant, il y a des exceptions. Et ce sont ces exceptions qui pourraient avoir façonné notre univers. Comment briser l'univers? Au milieu du XXe siècle, les astronomes étaient plongés dans la quête de vie extraterrestre. De gigantesques radiotélescopes scrutèrent le ciel à la recherche de signaux faibles provenant de civilisations lointaines. Certains se demandaient ce que nous dirions à nos cousins extraterrestres lorsque nous réussirions enfin à les contacter. D'autres se préoccupaient de questions plus fondamentales, telles que l'existence d'êtres en antimatière. Le problème fondamental était de distinguer entre gauche et droite. Bien que cela puisse sembler trivial, cette distinction est intrinsèquement liée à la matière et à l'antimatière, ainsi qu'au destin partagé de nos civilisations intergalactiques. Comment expliquer à un extraterrestre la signification de gauche ou de droite? Il s'avère que c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Vous ne pouvez pas envoyer une image, car ils auraient besoin de savoir ce qui est gauche et ce qui est droite pour l'interpréter correctement. Vous ne pouvez pas faire référence à des attributs spécifiques de la civilisation, comme l'écriture, car encore une fois, ils auraient besoin d'un point de référence. Vous devez faire appel à la gauche et la droite inscrites dans l'univers fondamental, trouver une rupture dans la symétrie qui le permette. Et tout cela commence avec le concept de parité. En 1956, l'univers a subi une rupture. Dans un laboratoire à Washington, D.C., des atomes individuels de cobalt tournèrent dans un champ magnétique. L'expérimentatrice, Xian-Xiong Wu, observait patiemment comment le cobalt changeait. Il subissait une désintégration radioactive et émettait un électron. En refroidissant les atomes de cobalt et en les plaçant dans un champ magnétique, Wu pouvait s'assurer que tous tournèrent ensemble et enregistrer les directions depuis lesquelles les électrons s'éloignaient du cobalt. Selon la conservation du moment angulaire, les électrons devraient être expulsés depuis les pôles du cobalt, avec la même quantité sortant du pôle nord et du sud. Cependant, tandis que Wu comptait les électrons, un schéma perturbant est apparu. Au lieu d'un mélange d'électrons se dirigeant vers le nord et le sud, tous semblèrent s'échapper seulement d'un côté de l'atome de cobalt. Il semblait que cette désintégration radioactive du cobalt n'était pas symétrique. Mais que signifiait cela? Et qu'importe si le cobalt préférait expulser des électrons d'un côté plutôt que de l'autre? Tout se réduisait à un concept appelé parité. Jusqu'aux années 1950, la conservation de la parité était fondamentale en physique. Cela signifiait que ce qui se voyait dans un univers miroir était aussi réel que la physique observée dans notre univers. Imagine un atome. Lorsqu'un électron passe d'un niveau d'énergie à un autre, un photon de lumière est émis. Mais dans quelle direction voyage le photon? Tu verrais la moitié des photons se déplacer vers la droite et l'autre moitié vers la gauche. Maintenant, considère la vue des atomes dans un miroir. Le miroir inverse la droite et la gauche, et il inverse également les rotations, passant de l'horaire à l'anti-horaire et vice-versa. Ainsi, dans l'univers miroir, la moitié des photons se déplacerait vers la gauche et l'autre moitié vers la droite, et la quantité totale de moments angulaires serait conservée. Cela indiquait que l'émission d'un photon, une interaction électromagnétique, obéissait à la conservation de la parité. Il en est de même pour la force gravitationnelle. Imagine une planète tournant et orbite autour de son étoile dans le sens des aiguilles d'une montre. Dans l'univers miroir, tout tournerait dans le sens anti-horaire. À l'échelle quantique, nous devons également considérer d'autres forces. Au sein des protons et des neutrons, les quarks interagissent entre eux en échangeant des particules appelées gluons. C'est la force forte en action, la force qui maintient les noyaux atomiques ensemble. Tant l'électromagnétisme que la force forte respectent les symétries quantiques et les lois de conservation quantique. Cependant, il existe une autre force fondamentale, la force nucléaire faible. La force faible semble différente. Elle est responsable de certains processus de radioactivité, tels que la conversion des neutrons en protons et l'émission d'électrons. Bien que la radioactivité ne soit pas aussi courante dans l'univers, la force faible joue un rôle crucial, souvent perçu comme secondaire mais essentiel dans la physique des particules. Mais tout a changé en 1955, lorsque l'on découvrit que la force faible était la plus étrange de toutes. La physique des particules avait fleuri au cours de la première moitié du XXe siècle. Une avalanche de découvertes sur les particules et les concepts quantiques
avait révélé le monde du très petit. À mesure que des motifs apparaissaient dans les familles de particules, la nature de la force faible commençait à devenir plus claire. Chen-Ning Yang et Tsung-Dao Lee étaient à la pointe de cet effort. En tant que jeunes scientifiques à Princeton, ils commencèrent à explorer les résultats des expériences nucléaires. Ils savaient que la force faible était liée à certains processus de radioactivité et que le grand Wolfgang Pauli avait prédit l'existence d'une particule presque invisible appelée neutrino. Bien que personne n'ait jamais vu de neutrino, la conservation de l'énergie indiquait qu'il devait exister. Yang et Lee étaient perplexes face à ce qu'ils observaient. Ils comprenaient que les forces fondamentales, telles que l'électromagnétisme et la force forte, respectèrent la parité, mais il n'y avait pas de preuve définitive que la force faible respectait cette règle. Une idée audacieuse est alors apparue. Peut-être que la force faible ne conservait pas la parité. Peut-être ne fonctionnait-elle pas de la même manière dans un univers miroir. Bien que cette théorie fût intrigante, ils avaient besoin d'une expérience pour prouver que la force faible rompait la symétrie de la parité. C'est pourquoi Xiang Wu a refroidi des atomes de cobalt et les a placés dans un champ magnétique. Comme un photon émis par un atome, le spin des électrons peut être dans le sens horaire ou anti-horaire, et nous devrions attendre un nombre égal d'électrons expulsés vers le nord et vers le sud. Cependant, Wu observa quelque chose d'inattendu dans son délicate expérience. Les électrons émergeaient préférentiellement d'un côté du noyau de cobalt, en rotation. La conclusion surprenante fut que le neutrino de Pauli ne pouvait tourner que dans une direction par rapport à son mouvement. Il n'y a que des neutrinos dans le sens horaire, et en raison de la conservation du moment angulaire, ils ne peuvent être émis que depuis un pôle du cobalt, tandis que l'électron est émis depuis l'autre pôle. Dans une vue en miroir, le neutrino semblerait tourner dans le sens anti-horaire. Mais de tels neutrinos n'existent tout simplement pas dans notre univers. La version miroir de la force faible n'existe pas dans notre univers. La force faible viole donc la parité. Cette découverte a valu à Yang et Lee le prix Nobel en 1957, l'un des plus rapides de l'histoire de la physique, bien plus rapide que les 17 ans que Einstein a dû attendre pour recevoir le sien. Wu, mystérieusement, ne reçut pas le prix, mais son nom est inscrit dans les livres d'histoire des sciences pour l'expérience qui a ébranlé les fondations de la physique. La violation de la parité par la force faible signifie que les neutrinos connaissent la différence entre droite et gauche et que l'univers, d'une certaine manière, sait ce que sont la droite et la gauche. Cependant, la force faible va au-delà, et dans les années suivantes, il a été découvert qu'il y avait d'autres formes de parité qui étaient également violées. Il s'est avéré qu'on pouvait restaurer l'ordre dans l'expérience de Wu si, en plus de la parité, une autre transformation était effectuée. Si toutes les particules se transformaient en leurs antiparticules, connues sous le nom de transformation de conjugaison de charge, la vue en miroir avec le spin de l'antineutrino pourrait se produire dans notre univers. Cette double transformation est connue sous le nom de CP, pour charge et parité. Et ainsi, tandis que la force faible viole la parité, pourrait-elle obéir à la symétrie CP? Cependant, il ne fallut pas longtemps avant qu'une nouvelle série d'expériences ne démontre que ce n'était pas le cas. Cette découverte découla du comportement étrange des particules connues sous le nom de kaons. Les kaons sont des mésons, composés d'un quark et d'un antiquark. En particulier, les kaons neutres, qui n'ont pas de charge, sont un mélange d'un quark étrange et d'un quark down. Il existe deux types de kaons neutres. L'un avec un quark étrange et un antiquark down, et l'autre avec un antiquark étrange et un quark down. Cette situation particulière signifie que les deux kaons neutres peuvent se transformer l'un en l'autre, et un faisceau de kaons neutres doit être considéré comme un mélange quantique des deux types. Les kaons ont des durées de vie extrêmement courtes, se désintégrant en mésons plus légers, appelés pions, après environ 1/1000 de seconde. La conservation de la charge et de la parité ensemble implique qu'il devrait toujours y avoir 3 pions produits lors de la désintégration. En 1964, une expérience a été réalisée pour enquêter sur la conservation de la combinaison charge-parité. En envoyant un faisceau de kaons à travers un long tube, les physiciens ont compté les résultats des désintégrations. Presque toutes les désintégrations, 499 sur 500, ont donné une explosion de 3 pions. Cependant, dans 1 sur 500 désintégrations, seulement 2 pions ont été produits. Et ici, l'univers s'est encore une fois brisé. La charge et la parité ne se conservaient pas dans la désintégration des kaons. Cette découverte a valu aux expérimentateurs, Val Fitch et James Cronin, le prix Nobel de physique en 1980 et a surpris le monde de la physique. Mais que signifie réellement la violation de la parité CP? Quel effet a-t-elle sur l'univers que nous connaissons? En essence, cela nous dit que les lois de l'univers sont différentes pour la matière et l'antimatière.
En réfléchissant à la possibilité d'une grande réunion de civilisations intergalactiques, cela nous offre une solution. Les kaons neutres doivent être considérés comme un mélange quantique de matière et d'antimatière. Et parfois, ce mélange quantique peut se désintégrer en électrons et leurs antiparticules, les positrons. Si la symétrie CP était conservée, ces désintégrations devraient produire des nombres égaux d'électrons et de positrons. Mais encore une fois, Cronin et Fitch ont découvert que la symétrie CP n'était pas conservée. Pour chaque 300 électrons produits dans les désintégrations, il y avait 301 positrons. Ainsi, si nos descendants intergalactiques réalisaient des expériences indépendantes avec des kaons neutres, ils pourraient avoir déchiffré la différence entre matière et antimatière. Ils sauraient s'il était enfin sûr de se serrer la main. Alors que la communication à travers l'électromagnétisme ne révélerait pas cette différence, ni les discussions sur la gravité ou la force nucléaire forte ne le feraient. Si cette réunion lointaine se produisait, il pourrait parler d'expérience avec la force nucléaire faible et là trouver des réponses définitives. Mais pourquoi l'univers brise-t-il ces symétries apparemment évidentes? Ce serait un endroit beaucoup plus simple si la physique de la matière et de l'antimatière était parfaitement symétrique et équilibrée. Cependant, ce n'est que le début. Les implications de la violation de la symétrie CP, comme on l'appelle, ont des conséquences beaucoup plus larges pour l'univers. Pour comprendre cela véritablement, nous devons remonter au début du temps, lorsque la boule de feu intense du Big Bang a commencé à se refroidir. Pourquoi l'univers s'est-il refroidi? Quel est le but ultime de la physique fondamentale? Est-ce de comprendre de quoi tout est fait, révéler les origines de l'univers? Pour Einstein, sur son lit de mort, il y avait une réponse simple. Le prix ultime était une théorie du tout, une théorie qui unifierait toutes les forces fondamentales, la gravité, l'électromagnétisme, la force nucléaire forte et la force nucléaire faible. Pendant longtemps, la recherche de cette théorie a été le saint graal de la mécanique quantique et de la relativité générale. Depuis les efforts d'Einstein au début des années 50, les physiciens ont progressé dans cette direction. D'abord en unissant la force faible avec l'électromagnétisme dans les années 60. La force nucléaire forte a nécessité plus de travail, mais avec la chromodynamique quantique, son unification a également été réussie. Le but ultime, le focus de la physique fondamentale pendant plus d'un siècle, a été d'incorporer la gravité, un objectif que les physiciens n'ont pas encore réussi à accomplir de manière définitive. Mais comment les physiciens construisent-ils ces théories du tout? Une fois de plus, les idées de perfection et de symétrie les guident. Des indices importants ont émergé des expériences de haute énergie, où les particules se percutent à des vitesses extrêmement élevées. À mesure que les énergies des interactions augmentent, quelque chose de particulier commence à se produire avec les forces fondamentales. Elles commencent à changer leurs caractéristiques. Elles modifient la manière dont elles interagissent entre les particules et commencent à perdre leur nature distinctive, devenant de plus en plus semblables. Considérons l'électromagnétisme et la force faible dans l'univers actuel. Ils semblent radicalement différents. L'électromagnétisme concerne les charges électriques et est transporté par le photon, une particule sans masse, tandis que la force faible est associée à la radioactivité et utilise 3 particules massives, le boson Z et les bosons W positifs et négatifs. Mais à des énergies plus élevées, cette distinction commence à s'estomper. Ce que l'on appelle la théorie électrofaible unifie ces forces apparemment distinctes en une seule force. Ainsi, lorsque l'univers était chaud et jeune, il n'existait qu'une seule force. C'est le refroidissement de l'univers à travers le Big Bang qui a rompu cette symétrie et a donné lieu aux forces distinctives que nous observons aujourd'hui. À des températures encore plus élevées, la distinction entre la force électrofaible et la force forte s'estompe également. Et il est supposé qu'à des températures ultra élevées, la gravité devient également indiscernable. Cela suggère qu'au début de l'univers, il existait une force unique et véritable, la superforce. Cette superforce était parfaite et symétrique. Tout comme la Bible commence dans la Genèse avec la ligne « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu », décrivant une perfection divine qui a finalement été corrompue, la cosmologie moderne commence de manière similaire. Au début, l'univers était parfait et symétrique, dominé par une unique superforce. Mais cet univers ultra chaud s'est étendu et refroidi, et des fractures sont apparues dans la parfaite symétrie du cosmos. De la perfection ont commencé à surgir des imperfections. La force unique s'est séparée en différentes forces. D'abord la gravité, puis la force forte. À mesure que l'univers continuait de se refroidir, la force faible s'est découpée de l'électromagnétisme. Cependant, ces séparations des forces fondamentales à mesure que l'univers se refroidissait n'ont pas été des événements triviaux. À mesure qu'une force prenait son propre chemin, la nature même du cosmos changeait. L'univers avant et après chaque séparation était clairement différent, comme s'il avait vécu une transition de phase.
Tout comme l'eau se congèle en glace lorsque la température baisse, modifiant sa symétrie, de la même manière, la séparation d'une force fondamentale en refroidissant l'univers marquait une fracture distinctive dans la symétrie du cosmos. Les cosmologistes croient que ces séparations ont profondément affecté les caractéristiques de la réalité. La séparation de la gravité s'est produite au temps de Planck, lorsque l'univers avait environ 10 puissance moins 43 secondes. C'est une période dont nous savons presque rien. Et jusqu'à ce que nous puissions développer une théorie unifiée qui combine la mécanique quantique et la gravité, il est probable qu'elle restera enveloppée de mystères. En revanche, la séparation de la force forte s'est produite beaucoup plus tard, environ 10 puissance moins 34 secondes après le Big Bang. Ce moment est mieux compris par les physiciens car il correspond approximativement à la période durant laquelle l'inflation cosmique a provoqué une expansion rapide de l'univers. À la fin des années 1970, Alan Guth était préoccupé par le cosmos. Il avait commencé sa carrière en étudiant la physique des particules, recherchant des théories unifiées qui expliqueraient tout, en plus d'aspirer à un poste permanent de professeur. Cependant, en 1978, il assista à une conférence qui changerait sa perspective. Le conférencier était Robert Dicke, un vétéran de la science, qui, à la fin de sa carrière, avait exploré de nombreux mystères de l'univers. Lors de sa présentation, Dicke se demandait pourquoi l'univers semblait être plat, plutôt que courbé comme une sphère ou une selle. D'une manière ou d'une autre, la naissance de notre univers devait avoir été si précise qu'elle a sélectionné la planéité parmi toutes les géométries possibles. Guth fut intrigué par cette apparente précision de l'univers et se demanda si cela était lié à un aspect du cosmos qui semblait manquer, un aspect prédit par la symétrie. Il s'appuyait sur les idées de James Clerk Maxwell sur l'électricité et le magnétisme. Maxwell avait formulé des équations profondément asymétriques qui décrivaient les charges électriques mais manquaient d'un équivalent magnétique. Tous les aimants que nous observons ont un pôle nord et un pôle sud. Tous sont des dipôles. Cependant, de nombreux scientifiques avant Guth s'étaient demandé où pouvaient se trouver les monopoles magnétiques, des pôles magnétiques purs, nord ou sud. Guth proposa que ces monopoles magnétiques devaient être cachés. Au tout premier moment de l'univers, lorsqu'il était chaud, dense et bouillonnant, il suggéra que l'électromagnétisme était symétrique et que les monopoles magnétiques faisaient partie du mélange cosmique de particules. Mais, lors d'une immense explosion d'expansion, qui doubla la taille de l'univers 80 fois presque instantanément, les monopoles magnétiques se diluèrent tellement qu'il n'en restait qu'un dans l'univers observable. Après cette période, connue sous le nom d'inflation, il n'y avait plus assez d'énergie dans l'univers pour créer de nouveaux monopoles magnétiques. Ainsi, ces monopoles disparurent et ne furent plus jamais observés dans un laboratoire de physique. Que se passa-t-il avec l'univers pendant cette expansion dramatique? Un champ d'énergie de fond, connu sous le nom d'inflaton, devait avoir dominé. La densité de l'univers chuta brusquement, toutes les particules perdant leur énergie. L'univers devint un lieu vide et congelé. Cependant, l'espace continuait à bouillonner pendant que l'inflaton se désintégrait et que l'inflation touchait à sa fin. L'énergie de l'inflation se déversa de nouveau dans l'univers, le réchauffant à des milliards de degrés et créant la matière qui habite l'univers aujourd'hui. Mais les monopoles magnétiques avaient déjà disparu. Ce processus commença approximativement au même moment que la transition de phase, juste lorsque la force forte se sépara. Était-ce seulement une coïncidence? Ou la séparation de la force forte a-t-elle semé l'inflaton avec de l'énergie? Nous ne sommes pas sûrs. En fait, notre connaissance de la physique de cette époque reste imprécise sur certains aspects. Par conséquent, nous ne pouvons pas être entièrement certains d'avoir trouvé le véritable coupable de l'inflation. Certains scientifiques ont lié l'inflaton à la formation du champ de Higgs, le champ qui confère la masse aux particules, tandis que d'autres se demandent si l'inflaton est simplement une incarnation précoce de l'énergie noire actuelle. Ainsi, lorsque l'univers avait environ 10 puissance moins 12 secondes et une température chaude de 10 puissance 15 Kelvin, toutes les forces fondamentales s'étaient séparées en les formes distinctes que nous connaissons aujourd'hui. Mais la rupture de symétrie avait encore un tour à jouer. C'est à cette époque que se produisit la baryogenèse. C'est le moment où la soupe de particules fondamentales, comme les quarks et les gluons, commença à se condenser en protons et en neutrons, donnant naissance à la matière qui forme l'univers actuel, la matière qui constitue toi et moi. Cependant, un problème de symétrie persista. Rappelle-toi que l'énergie de l'inflaton s'est déversée dans l'univers après l'inflation, et c'est la source ultime de matière et de photons dans le cosmos d'aujourd'hui. Ce réchauffement aurait dû produire de la matière et de l'antimatière en proportion égale. L'une des asymétries les plus marquées dans l'univers actuel est la surprenante prépondérance de la matière sur l'antimatière. Les observations cosmiques ont révélé une abondance de matière dans le cosmos, et seulement des traces minimes d'antimatière. Par exemple, les scientifiques estiment qu'il y a environ une partie d'antimatière pour chaque quadrillion de parties de matière normale dans notre Voie lactée.
Alors, d'où provient cette asymétrie dans la vie de l'univers? Pourquoi y a-t-il tant plus de matière que d'antimatière? La réponse semble être enfouie dans la baryogenèse. Bien que nous sachions que les lois de la physique peuvent différencier la matière de l'antimatière, le degré de cette différence est simplement trop faible pour expliquer la prédominance de la matière sur l'antimatière. Ainsi, nous continuons à explorer les lois fondamentales de l'univers pour comprendre pourquoi la matière existe en premier lieu. Nous pouvons estimer le degré d'asymétrie entre la matière et l'antimatière à partir d'une source peu probable, le fond cosmique de micro-ondes. Ces photons ont été émis lorsque la matière et l'antimatière dans l'univers se sont annihilés. Actuellement, pour chaque proton ou neutron dans l'univers, il y a environ 1 milliard de ces photons du fond cosmique de micro-ondes. Cela suggère que l'univers devait être presque symétrique. Pour chaque milliard de particules d'antimatière, il devait y avoir 1 milliard et quelques particules de matière. C'est cette minuscule différence qui a donné lieu à toute la masse de l'univers actuel. Il est surprenant de penser que notre existence est due à cette petite asymétrie. Mais il reste encore un dernier mystère que la symétrie pourrait révéler. Si la symétrie est notre véritable guide et que la physique fondamentale est purement symétrique, nous devrions trouver plus que des monopoles magnétiques dans l'univers. Dans une théorie supersymétrique, par exemple, pour chaque quark, il devrait y avoir un squark symétrique, et pour chaque électron, un seul électron supersymétrique. Ce processus de dénomination se poursuit tout au long du modèle standard, des neutrinos osmuons pour les leptons et des Higgsino aux photons pour les bosons. Ainsi, un univers caché de particules supersymétriques pourrait être à portée de main. La supersymétrie est une partie clé de nombreuses théories du tout, et les scientifiques avaient longtemps espéré trouver enfin des preuves de ces particules dans le Grand Collisionneur de Hadron, LHC. Cependant, jusqu'à présent, les recherches de ces particules mystérieuses dans nos collisionneurs n'ont révélé aucun des candidats supersymétriques attendus. Nous n'avons trouvé que les suspects habituels, les quarks et électrons que nous connaissons déjà. Certains physiciens ont suggéré que la symétrie nous a peut-être égarés et que nous pourrions être sur la mauvaise voie. Cependant, pour beaucoup, la symétrie reste trop attrayante et la quête de la supersymétrie et de la superforce se poursuit. Nous sommes presque à la fin de notre voyage à la recherche de la compréhension de l'univers. Nous avons vu que la symétrie est clairement centrale à notre vision du cosmos. Mais en réalité, c'est la rupture des symétries qui donne à l'univers ses caractéristiques uniques. Les lois fondamentales et l'existence de la matière émergent véritablement des fissures dans la perfection. Cependant, avant de conclure ce chapitre, il y a une dernière considération. Bien que la rupture des symétries semble être un phénomène du passé lointain, notre univers continue de s'étendre, de se refroidir et de changer. Nous sommes à peine au début d'un avenir infini à venir. Cachés dans des énergies encore bien au-delà de notre portée expérimentale, d'autres symétries non découvertes pourraient exister. À mesure que l'univers continue de se refroidir, il est possible que ces symétries se rompent également, se fracturent et se désintègrent, libérant de nouvelles forces et phases qui pourraient radicalement transformer le cosmos. La transition de l'univers de la perfection à la corruption ultime pourrait ne pas être encore terminée. Arrivé à ce point, n'as-tu pas vu ce autre documentaire sur l'espace? Je ne le manquerai pas, moi.